Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour la review du Royal Rumble 2008. J'ai pas de précision à vous faire. Du coup, on va pouvoir commencer directement par les caractéristiques du pay-per-view. Donc c'était le 27 janvier 2008. Donc ça se tenait à New York, au Madison Square Garden, donc la salle la plus connue au monde, devant 20 798 spectateurs. Du coup, le Garden était blindé. Et le thème musical, donc c'était Stand Up for Rock and Roll du groupe Airborne. Donc c'était également un bon thème musical, une très belle salle. Bref, voilà, il y avait tout qui était réuni pour avoir un grand pay-per-view. Voilà, j'ai rien d'autre de plus à vous dire. Donc on va pouvoir commencer par l'opener de la soirée. L'opener de la soirée, donc c'était un match entre Ric Flair et MVP. Donc en fait, la stipulation, il n'y en avait pas vraiment. Il y avait juste en fait un enjeu, c'est-à-dire que si Ric Flair perdait, il devait mettre fin à sa carrière, donc il devait prendre sa retraite. Le match a duré un peu moins de 8 minutes, donc c'est pas hyper long, mais c'est pas non plus très choquant. Euh, Honnêtement, pour moi, ça a été un très très mauvais choix de commencer ce pay-per-view par ce match-là. Pourquoi? Pour moi, un opener de pay-per-view, ça doit te donner le ton de la soirée, ça doit te hyper, ça doit te mettre directement dans l'ambiance. Et Ric Flair contre MVP, forcément, vous devez vous en douter, il n'y avait pas un rythme de fou. Vous avez Ric Flair qui à cette époque-là avait, je crois, 56 ans, 58 ans, je sais plus l'âge qu'il avait à cette époque-là, mais il était très vieux. Donc forcément, le rythme du match est très très lent et on peut pas en vouloir à Ric Flair, c'est pas de sa faute. Mais j'ai pas trouvé ça très intelligent d'avoir mis ce match-là en opener. Moi, si j'avais eu le choix, j'aurais mis le match pour le World Heavyweight Championship en opener. Même si d'habitude je déteste mettre les matchs pour le titre poids lourd en opener. Là, je pense que ça aurait été plus adéquat, ça aurait été mieux pour faire rentrer les gens dans le pay-per-view. Surtout que vous allez voir que le match qui suit celui-là est vraiment pas terrible non plus. Bref, j'ai pas été très fan, on va dire, de la disposition des matchs lors du pay-per-view. Sinon, le match entre Ric Flair et MVP, donc du coup, était forcément lent. Après, c'est logique, hein, vous avez Ric Flair dans le match, fallait pas s'attendre à du high fly, c'est normal. Du coup, c'est MVP qui a dominé le match. Pareil, ça c'est pas très surprenant. Je vais revenir à la fin du match parce que j'ai vraiment rien à dire dessus. Vraiment, j'ai presque rien à dire sur ce match qui était lent. Il n'y avait pas de rythme, dominé par MVP. Voilà, je vous ai résumé le match très très rapidement. Et donc en fait, à la fin du match, on avait MVP qui allait porter son playmaker. Et finalement, ça a été contré par Ric Flair, donc qui a réussi à porter sa figure 4 leg lock. Et finalement, MVP a abandonné au bout de quoi, allez, 5 secondes. Et du coup, Ric Flair, peut continuer à catcher. C'est ouais, c'est forcément pas terrible. C'est pas terrible pour lancer un pay-per-view. En plus de ça, je trouve ça assez obvious comme résultat. On savait très bien que Ric Flair allait pas prendre sa retraite au Rumble ou bien même à No Way Out. Euh, dans 2 mois même pas, on a le WrestleMania. On sait très bien que Ric Flair il va prendre sa retraite à WrestleMania. On n'est pas bête, on n'est pas con quand même. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu bête. Et en plus de ça, voilà Ric Flair qui burie entre guillemets, qui enterre des jeunes. Bon, je suis absolument pas fan de ce genre de match. En plus de ça, vous le savez, j'ai jamais porté Ric Flair dans mon cœur. J'ai jamais été un fan du Nature Boy. Donc du coup, ce match a été assez chiant. Maintenant, au niveau de la note, j'ai été indulgent parce qu'il y a Ric Flair dans le match. Mais c'est pas pour autant que je mette une bonne note, hein, je vous rassure. Donc j'ai mis 4 sur 10. Et pour moi, ça mérite vraiment pas plus. C'était lent, chiant. Et ouais, et voilà. Ensuite, le deuxième match de la soirée, pareil. Alors celui-là, vraiment, vraiment pas terrible. C'était le match entre JBL et Chris Jericho. Jericho qui venait à peine de revenir, hein, il était revenu en fin d'année 2007, il avait affronté Orton à Armageddon, et c'est justement JBL qui lui avait coûté son opportunité, enfin la victoire au final, et c'est pour ça que du coup les deux s'affrontaient lors du Rumble. Match qui a été un petit peu plus long que le premier, il a duré environ 9 minutes 30, donc c'est plutôt correct comme durée. Sinon le match en lui-même, eh bien honnêtement je vous le dis direct, pour moi c'est l'un des pires, peut-être même le pire match de Chris Jericho en pay-per-view à la WWE. J'ai pas souvenir, en tout cas peut-être qu'il y en a un qui m'échappe comme ça, mais j'en vois pas un de pire que celui-là, vraiment. Pourtant Jericho, il a dû en faire un des matchs pas terribles, mais plus mauvais que celui-là, j'en vois vraiment pas.
Il n'y en a aucun qui me vient en tête. Si jamais vous avez des propositions à me faire, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que je ne vois pas, j'en vois aucun plus mauvais que celui-là, quoi. Vraiment. Sinon, pourquoi du coup j'ai trouvé ce match vraiment mauvais? Bah du coup il n'y avait pas de rythme. Déjà parce que bah forcément il y a JBL dans le match et du coup bah c'était assez voilà, c'était lent, c'est normal. Sinon le match en lui-même, on a Jericho qui à un moment s'est fait balancer dans le poteau, peut-être la première. Du coup Jericho a pissé le sang. Sinon j'ai noté que c'était un match horriblement chiant. Je suis en train de lire ce que j'ai écrit, hein. Horriblement chiant, c'est pour vous dire. J'ai noté que JBL du coup avait dominé une bonne partie du match en cédant des cordes, en trichant, enfin voilà, du JBL quoi, du classique. Sinon, il y a un botch qui a été enlevé en tout cas sur le network, puisqu'en fait je me souviens d'un énorme botch entre Jericho et JBL, mais vraiment très très moche, hein, le botch extrêmement moche qui a été coupé, en tout cas sur le network, le botch est coupé, je crois c'est sur un bulldog de Jericho ou sur une connerie comme ça. Je sais qu'il y a un énorme botch à un moment. Enfin bref, c'est pas très, très grave. Sinon, je vais revenir à la fin du match et vous allez comprendre pourquoi, en plus de. Non seulement le match est chiant, mais en plus de ça, la fin est vraiment pourrie. Donc en fait, à la fin, on avait donc JBL et Jericho qui étaient à l'extérieur du ring. Et en fait, on a Jericho qui en a eu marre, qui a mis un coup de chaise, un chair shot dans la tête de JBL. Et bien, du coup, vous connaissez la musique. L'arbitre arrête le match et donc victoire de JBL via disqualification. Voilà, autant vous dire que c'était vraiment pourri du début à la fin quoi. Même la fin est nulle. Enfin, il y a tout qui est raté dans ce match. C'était vraiment une agonie de regarder ça. Sinon, après match, en fait, on a Jericho qui a passé ses nerfs sur JBL en lui mettant des coups de chaise et en l'étranglant avec des câbles de caméra. On avait d'ailleurs pu voir lors du résumé de la rivalité que JBL avait fait de même lors de Raw en étranglant Jericho avec des câbles de caméra. Donc du coup, Jericho a fait karma, hein, karma is a bitch comme on dit. Mais sinon le match en lui-même c'était vraiment catastrophique et j'ai été plus sévère que pour le Ric Flair MVP parce que Ric Flair est dans le match, vous voyez ce que je veux dire? Ric Flair, bon, vous voyez l'âge qu'il avait à cette époque-là, je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable, mais au moins je peux comprendre. Là, même si JBL a jamais eu un corps d'athlète exceptionnel, je m'attendais quand même à du mieux quoi. Et puis en plus on a Jericho dans le match, et bien non. Même avec Jericho dans le match, on a eu le droit à un match très mauvais. Et du coup j'ai mis 3 sur 10. Et vraiment je vous invite à me citer peut-être des matchs de Jericho en pay-per-view que vous avez trouvé mais atroces. Parce que plus mauvais que celui-là, vraiment j'en vois pas. Il n'y en a aucun qui me vient en tête. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs. Mais sinon, voilà mon avis sur ce match. Ensuite, le troisième match de la soirée, donc c'était pour le World Heavyweight Championship. Donc c'est pour moi c'est ce match-là qui aurait dû être l'opener. Ça aurait directement lancé les hostilités et au moins on aurait commencé on va dire la soirée sur une bonne note. Donc c'était Edge, le World Heavyweight Champion contre Rey Mysterio. Un match qui a duré 12 minutes 30, donc c'est une bonne durée. J'étais persuadé que le match durait 5 minutes en fait, c'est pour ça que je voyais à chaque fois le temps continuer, je me disais ah bah j'ai dû me tromper de match, mais en fait le match qui dure 5 minutes entre Edge et Mysterio c'est à No Way Out, donc du coup voilà. Donc sinon qu'est-ce que j'ai noté d'intéressant? J'ai noté que bizarrement Edge était ovationné, Rey Mysterio était sifflé, ce qui est quand même assez rare. Rey Mysterio sifflé en pay-per-view, ça a pas dû arriver souvent, hein. C'est arrivé au Rumble 2014, c'est arrivé à WrestleMania aussi, mais ouais, j'ai pas souvenir d'avoir vu souvent Rey Mysterio en tout cas se faire siffler, hein. Sinon, donc le match entre les deux, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que Edge avait travaillé pendant une grosse partie du match sur les jambes de Rey Mysterio, ce qui est une tactique compréhensible, hein, puisque la force de Rey Mysterio c'est son agilité, sa petite taille c'est son défaut, mais c'est aussi son atout quand même puisqu'il est extrêmement vif. Et du coup voilà, on voyait notamment Edge qui portait à un moment un single leg Boston Crab. Enfin voilà. Sinon j'ai noté forcément qu'on avait une opposition de style avec Mysterio qui était explosif, High Flyer, c'est normal. Et on avait un Edge beaucoup plus lent, beaucoup plus méthodique. Voilà, un travail de heal normal quoi. Sinon j'ai noté pas d'autre chose de spécial sur le match. Je vais du coup revenir à la fin. Donc en fait à la fin on avait Rey Mysterio qui avait pris l'avantage sur Edge. Il avait porté son 619 enchaîné du splash. Du coup on se dit peut-être que Mysterio va gagner. Et là au moment où l'arbitre allait compter 3, en fait on a Vicky Guerrero qui accompagnait Edge à l'époque du coup, tire les pieds de l'arbitre.
Pendant ce temps-là, on a Edge qui essaye d'attaquer Mysterio. Mysterio remet Edge dans les cordes. Il se reprojette pour faire un 619. Sauf que Vicky se sacrifie et subit du coup le 619. Du coup, Edge se retire des cordes. Derrière, on a Mysterio qui se projette dans les cordes pour faire un springboard. Et finalement, on a Edge qui le contre en spear à la volée. Donc bah du coup, ça a été un très très beau finish. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, eh ben voilà, Edge conserve le World Heavyweight Championship. Pas vraiment de surprise. C'est vrai que j'aurais mal vu Rey Mysterio gagner le titre au Rumble. Et ouais, c'est une bonne fin. J'ai vraiment bien aimé la fin. Même le match en lui-même, voilà, c'est une construction basique, mais j'ai trouvé que c'était un match solide. Il avait rien d'exceptionnel, mais c'était un bon petit match de championnat. Voilà, il avait rien de ouf, hein, vraiment rien de ouf ce match. Mais j'ai bien aimé la fin. Donc du coup, j'ai rajouté 0,5 points en plus. Du coup, au niveau de la note, j'ai mis 7 sur 10. J'ai pas d'autre chose à vous dire là-dessus. Voilà, c'était un bon petit match. Il avait rien de ouf. Mais c'était quand même largement mieux que les deux matchs précédents. Ensuite, je vais pas rester longtemps dessus. On a eu deux segments, enfin deux petits trucs à vous dire. On a eu un petit segment backstage avec Triple H, Ric Flair, Shawn Michaels et Batista. C'était un petit segment bien cool. Hein. Du coup, voilà, on a eu des petites tensions comme à l'époque de l'évolution. Enfin, c'était voilà, des petits clins d'œil. C'était assez sympa comme segment. Et par contre, derrière, on a eu une belle chiasse. Puisqu'en fait, on a eu le Royal Rumble Kiss Cam. Donc en fait, on a Maria qui est arrivée. Et donc du coup, vous savez, bah voilà, on a eu une Kiss Cam. Enfin, logique quoi. Derrière, on a Santino Marella qui est arrivé. Après, on a Ashley Massaro qui est arrivé. Au final, tout ce segment de merde, parce que en plus de ça, c'est pas comme s'il avait duré une minute. Hein. Non, 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 non. Il a duré presque 10 minutes le machin. Et en fait, ils nous ont fait chier avec cette merde. Tout ça pour nous dire que Ashley et Maria allaient faire la couverture de Playboy. Voilà, on s'en bat littéralement les burnes. Donc voilà, 10 minutes de pause pour ça. Eh bien écoutez, on s'en bat littéralement les couilles. Ensuite, là on retourne au vif du sujet, on repasse au sérieux, au catch quoi tout simplement. L'avant-dernier match de la soirée, donc c'était pour le WWE Championship. Donc c'était le champion Randy Orton contre Jeff Hardy. D'ailleurs, note à part, avant de parler du match, c'est là qu'on voit l'hypocrisie des fans. Même si à cette époque-là, j'étais pas encore un smart entre guillemets. Voilà, je n'ai à peine, enfin voilà, ça faisait 4-5 mois que j'étais fan de catch. A noter que donc du coup, ça faisait un match entre le WWE Champion et le champion intercontinental. Bizarrement, Jeff Hardy est arrivé, le mec s'est pas fait siffler. Les fans trouvaient ça normal. Bizarrement au Rumble, par contre là c'est pas la même chose. Hein. Roman Reigns le champion US contre Kevin Owens le champion mondial. Ah là par contre là ça gueule, c'est pas la même chose. Hein. Encore une fois ça c'est l'objectivité des fans. Quand c'est Jeff Hardy c'est normal, quand c'est Roman Reigns, ouh c'est moche, c'est vilain. Voilà, ça c'est encore la logique des fans. Bref, note à part, voilà. Donc match qui a duré 14 minutes, donc bah, c'est du coup le deuxième match le plus long de la soirée. Encore une fois c'était forcément une opposition de style, puisque Randy Orton avait un petit peu le même style que Edge, c'est-à-dire un catch lent, méthodique, avec des prises de soumission. Et derrière on avait un Jeff Hardy qui avait le rôle de Rey Mysterio, avec un catch beaucoup plus explosif, beaucoup plus vif, avec des prises de risque. Voilà, notamment on a eu le droit à quoi, bah, Jeff Hardy nous a fait forcément du Whisper in the Wind, il nous a fait des prises à l'extérieur du ring aussi, et il nous a aussi fait un moonsault sur Orton à l'extérieur du ring. Voilà, bref, Jeff Hardy nous a fait du Jeff Hardy. Sinon voilà, pour moi c'est le meilleur match de la soirée, en tout cas je veux dire en 1v1, pour moi c'est le meilleur match de la soirée. Je l'ai vraiment trouvé solide. Pareil encore une fois, attention, hein, il avait rien d'exceptionnel, c'était pas un match incroyable, mais j'ai trouvé le match solide quand même. C'était un bon petit match pour le titre WWE. J'ai vu bien pire, voilà, j'ai vu mieux, hein, mais j'ai vu vraiment pire. C'était un bon petit match. Sinon je vais revenir à la fin parce qu'encore une fois j'ai presque rien à dire sur le match. Donc en fait à la fin on avait Jeff Hardy qui avait réussi à reprendre le dessus. D'ailleurs bah, c'était juste après tout ce que s'était pris Orton, c'est-à-dire le moonsault à l'extérieur et tout le machin. On a Jeff qui remet Orton dans le ring, qui veut porter son Twist of Fate, et en fait le Twist of Fate est contré en RKO. J'ai beaucoup aimé ce contre parce que je l'ai pas vu venir, et ça a rendu très très bien à l'écran. Et du coup voilà, Randy Orton conserve le WWE Championship. Résultat encore une fois logique, je voyais pas Jeff Hardy
être champion WWE et intercontinental, ça aurait été assez bizarre. Mais voilà, ça a donné un bon match. Voilà, pour moi c'est l'un des peut-être oui, le meilleur match de la soirée, en tout cas en 1v1. Donc le match a duré 14 minutes et j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Et enfin le main event of the evening, donc bah forcément c'était le Royal Rumble match, mon match préféré à la WWE. Je crois que c'est l'un des rares matchs que je pourrais regarder même dans les années 80 et ne pas switcher, parce que je pense que vous le savez, les matchs des années 80, 80 même début 90, je peux pas, je n'arrive vraiment pas à rentrer dedans. Je pense qu'il n'y a que le Rumble match que je pourrais regarder, parce que enfin, je me souviens, j'ai déjà regardé des anciens Rumble, genre des années 80, même 90, et c'est vraiment, je pense, le seul style de match que je pourrais regarder, parce que je ne me lasse pas, voilà. À chaque fois, tu demandes qui va rentrer, enfin, j'adore ce match tout simplement, et c'est pour ça que je l'attends impatiemment chaque année. Donc, déjà, première chose avant de parler des participants, le match a duré 51 minutes, et pour un Rumble, bah, c'est pas très long, hein. Vous pouvez regarder les autres Rumble. 51 minutes, c'est vraiment pas énorme. Le Rumble, ça dure facilement 1 heure. Vraiment, ça dure facilement 58 minutes, 1 heure. Vraiment très facilement. 51 minutes, ça doit être l'un des Rumble les plus courts de ces dernières années en tout cas. Parce que ouais, c'est vraiment pas très long. Donc, comme d'habitude, je vais vous citer tous les participants du Rumble. Je sais pas si d'ailleurs ça vous saoule ou pas si je le fais. N'hésitez pas à me le dire si jamais vous préférez que je vous fasse un condensé plus rapide, ou si ça vous convient comme ça. Comme ça, lors des prochains Rumble, ben voilà, je ferai ce que vous voulez. Bref, donc on commence avec l'Undertaker qui rentre en numéro 1. Donc bah, déjà là, tu rentres directement dans le vif du sujet. En numéro 2, on a Shawn Michaels. Donc j'ai adoré, j'avais totalement zappé en plus de ça le début du Rumble 2008. Et c'est énorme, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait Michaels et Taker, c'était la finale du Rumble 2007, l'année d'avant. Et d'ailleurs c'est pour moi peut-être ma finale préférée de l'histoire du Rumble. Et le fait de les voir s'affronter tous les deux et ouvrir le Rumble 2008, j'ai trouvé ça génial, très bien, très intelligent selon moi. Sinon donc le Taker il est resté 32 minutes et Shawn Michaels lui il est resté 6 secondes de plus, puisqu'en fait Shawn Michaels a éliminé l'Undertaker avec un switching music surprise, et juste après avoir éliminé le Taker on a Mr. Kennedy qui par derrière a éliminé également Shawn Michaels. Derrière ensuite en numéro 3 on a Santino Marella qui est resté 25 secondes. Voilà. En numéro 4 on a le Great Khali, la légende MDR, qui est resté 1 minute 10. Quel gros rumble pour le Great Khali, hein. En numéro 5 on a Hardcore Holly qui est resté 14 minutes. En numéro 6 on a John Morrison qui est resté presque 30 minutes. Donc bah, c'est bien pour lui, même s'il a presque rien fait. Il s'est fait éliminer par Kane. D'ailleurs au passage, je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus. J'ai vu notamment pendant un bon moment, en fait, on a eu un échange de droite entre John Morrison et Shawn Michaels. Et je me suis dit, purée, c'est dommage qu'on n'ait pas eu une rivalité Shawn Michaels, John Morrison en 2008. Ça aurait pu être vraiment cool, avec un Morrison qui dit, voilà, toi t'es le mec du passé, maintenant le Heartbreak Kid c'est moi. Et je pense que ça aurait pu donner non seulement une bonne rivalité, et surtout ça aurait pu nous donner des très bons matchs. Donc bah c'est dommage. En numéro 7 on a Tommy Dreamer, la légende de la ECW, qui s'est fait éliminer par Batista après 2 minutes de match. Ensuite on a Batista, donc bah lui j'y reviendrai plus tard, il est resté presque 38 minutes, donc bah c'est une très bonne durée pour l'animal. En 9ème on a Hans Swoggle qui est resté 26 minutes. Alors je vous rassure, hein, il n'est pas resté dans le Rumble match, il n'est pas resté dans le ring, hein, je vous rassure. Parce que là vous allez dire, attends, tu te fous de ma gueule Mathieu? Non, je vous rassure, il est resté 26 minutes dans le match, mais le mec a été sous le ring. Et en fait après il est ressorti à un moment du match, il y avait Elijah Burke, Mark Henry et Big Daddy V qui allaient le frapper. Du coup on a Finlay en fait qui est venu sauver Hans Swoggle, et ils se sont tous les deux barrés après en backstage. Donc du coup après il est jamais revenu, mais c'est vrai qu'Hans Swoggle aurait pu nous faire une Curtis Axel et dire je n'ai jamais été éliminé. Bon, il l'a pas fait et tant mieux, de toute façon il savait pas parler, donc j'ai envie de vous dire tant mieux. En 10ème, alors lui je l'avais totalement zappé,
Chuck Palumbo, le charisme. C'est la version ratée de Chuck Norris quoi. Donc il est resté 4 minutes, il s'est fait éliminer par CM Punk. En 11ème on a Jamie Noble qui est resté 28 secondes et qui s'est fait éliminer par Chuck Palumbo. Ensuite en 12ème donc on a CM Punk qui s'est fait éliminer par Chavo Guerrero. Il est resté 24 minutes dans le Rumble, donc bah, c'est une bonne durée. Au passage, Chavo et Punk, ils avaient eu un match à No Way Out, bah, du coup le pay-per-view d'après. D'ailleurs, c'était un bon petit match. Je sais pas si vous vous en souvenez, c'était pour le titre de la ECW. J'avais bien aimé ce match, perso. Note à part. Ensuite, en 13ème position, on a Cody Rhodes qui est arrivé sur le ring. Il s'est fait éliminer par Triple H, 23 minutes. Il est resté 23 minutes, donc bah, c'est pas mal. Il était encore très green à l'époque. Cody Rhodes, ça faisait quoi? Ça faisait 4-5 mois qu'il avait débuté à la WWE. Et ça m'a fait vraiment bizarre de le revoir parce que là c'était vraiment presque à ses débuts quoi. En 14ème on a Umaga Haha qui est resté 26 minutes. Il s'est fait éliminer par Batista. En 15ème on a Snitsky, le charisme hein, clairement. Qui s'est fait éliminer après 12 minutes par l'Undertaker. En 16ème, on a le Miz qui s'est fait éliminer par Hornswoggle après 13 minutes de match. Donc clairement, on voit que le Miz vient de loin quoi. Quand vous voyez l'année 2016 qu'il a eu, par qui il se fait éliminer dans le Rumble, ça peut vous faire dire que faut garder espoir dans la vie quoi. Clairement. Hein. En 17ème, on a Shelton Benjamin qui est resté 18 secondes sur le ring et il s'est fait éliminer par Shawn Michaels. C'est-à-dire que le mec, en plus de ça, enfin, je suis déçu hein, bien évidemment de son utilisation. Et le pire c'est que le mec est resté 18 secondes, il m'a vendu du rêve pendant 18 secondes. Après en 18ème on a Jimmy Snuka qui s'est fait éliminer par Kane, il est resté un peu moins de 3 minutes. En 19ème on a Roddy Piper qui est resté 1 minute et qui s'est fait éliminer par Kane. Personnellement j'ai pas trouvé ça très intelligent de les faire rentrer en 18ème et 19ème. J'aurais peut-être espacé le truc. Enfin après c'est qu'un détail, mais moi j'aurais peut-être fait rentrer Roddy Piper dans les premiers, limite, et Snuka genre espacé quoi. Parce que là, coup sur coup, voilà. Enfin je trouve ça un petit peu bizarre. En 20ème, on a Kane, donc, qui s'est fait éliminer par Batista et Triple H. Il est resté 18 minutes. En 21ème, on a Carlito qui s'est fait éliminer par John Cena. Il est resté 15 minutes. En 22ème, on a Mick Foley qui s'est fait éliminer par Triple H. Il est resté 11 minutes. On a en 23ème Mr. Kennedy qui s'est fait éliminer par Batista en 13 minutes. En 24ème, on a Big Daddy V qui est resté un peu moins de 8 minutes. Il s'est fait éliminer par Triple H. En 25ème, on a Mark Henry qui s'est fait éliminer par John Cena après 9 minutes. En 26ème, on a Chavo Guerrero qui est resté 7 minutes, il s'est fait éliminer par John Cena. En 27ème, on a Finlay du coup qui s'est fait disqualifier en sauvant Hornswoggle. En 28ème, on a Elijah Burke qui s'est fait éliminer après 2 minutes de combat par Triple H. Et là, alors là, on a du très lourd pour finir le Rumble, puisqu'en 29ème, on a Triple H qui sera resté 11 minutes dans le Rumble. Et en 30ème, John Cena qui lui sera resté un peu plus de 8 minutes. Et du coup, on en vient au Final 3, puisque donc les 3 derniers, c'était Batista, Triple H et John Cena. Difficile de faire plus gros en termes de star power à l'époque. Il y avait peut-être l'Undertaker et Shawn Michaels, mais honnêtement du Rumble, à part ces deux-là, c'est difficile de faire mieux. Niveau Final 3, là on avait du très lourd niveau star power. Du coup, comment ça s'est passé? Bah c'est simple, Batista s'est fait éliminer par Triple H. Du coup, la finale c'était Triple H et John Cena. Et finalement, du coup la finale a duré genre allez 2-3 minutes, pas plus. Et finalement, c'est John Cena qui élimine Triple H pour gagner son premier Royal Rumble match. J'ai oublié d'en parler lors de son entrée, mais c'est vrai que John Cena, ce qui était énorme, c'est qu'en fait à l'époque il s'était blessé. En fait, c'était prévu en fait qu'il reste sur la touche beaucoup plus longtemps que ça. Il devait presque, je crois, il devait même louper le WrestleMania. Enfin, vraiment, il était prévu pour être out vraiment très longtemps. Et c'est pour ça que quand le mec est rentré dans le Rumble et qu'il y a sa musique qui a commencé à jouer,
le Garden a explosé, mais j'ai rarement vu ça quoi. Le Garden a littéralement explosé. C'était électrique, c'était incroyable, j'ai rarement vu ça quoi. Le Garden a explosé quoi. Tout le monde s'est levé de sa chaise, c'était ouf. Et voilà, donc voilà, John Cena qui bat Triple H pour aller à WrestleMania. De toute façon, j'ai envie de vous dire, Triple H, ils s'en battaient littéralement les burnes, puisque le mec a également été dans le match de championnat. Mais de toute façon, tous les deux ont perdu au profit de Randy Orton. Donc au final, le Rumble de Cena lui a un petit peu servi à rien. Mais bon, gagner un Rumble, ça fait toujours plaisir. Voilà. Sinon, le match en lui-même, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que honnêtement, à part le début, avec Taker et Michaels qui s'amusaient à jarter tous les mid-quart d'heure, low quart d'heure et la fin, à partir on va dire de l'entrée où Cena arrive, on va dire que ça redevient cool. On va dire il y a plus de rythme et tout le machin. Entre deux, je trouve qu'honnêtement, il se passe presque rien. Vraiment, et j'abuse pas. J'abuse vraiment pas, je trouve que honnêtement ce Rumble est pas si ouf que ça. Il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais. Et ça vient d'un gars qui adore le Rumble, c'est vraiment mon match préféré. Mais honnêtement, c'est un Rumble assez plat, je trouve. Il est assez plat. Euh, c'est normal que dans un Rumble, t'aies, on va dire, des moments de flottement où il se passe pas grand chose. Là, je trouve que c'était quand même beaucoup plus présent que pour le Rumble 2009 que j'ai analysé très récemment sur la chaîne. Et le Rumble 2009 pour moi a été quand même beaucoup plus intéressant que le 2008. Après voilà, vous le savez, le Rumble match, j'adore ça. Donc même un Rumble que peut-être vous allez trouver nul, moi je vais pas le trouver mauvais. Parce que voilà, c'est vraiment un match spécial pour moi. Sinon bah voilà, mais du coup c'est pas un Rumble incroyable. Ça reste correct. Du coup j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Je l'ai trouvé quand même en dessous du 2009. Mais ça reste quand même intéressant. Et puis bah surtout voilà le retour surprise de John Cena qui gagne son premier Rumble match. Donc du coup en analysant, en faisant la moyenne des notes que j'ai mis pour les matchs de la soirée, ça fait une moyenne de 5,8 sur 10. Donc c'est pas énorme. Personnellement si je devais mettre une note comme ça, ouais je mettrais ouais 6, gros maximum, allez 6,5, vraiment, non même pas 6,5. Ouais je mettrais 6 sur 10, un truc comme ça. En fait c'est un pay-per-view qui est pas mauvais. Mais en fait, si je devais faire une comparaison avec un pay-per-view très récent pour vous donner une idée, ce serait Roadblock. En fait, vous allez me dire, Mathieu, c'est quoi le rapport avec Roadblock? Mais en fait, c'est un peu la même chose en fait. C'est-à-dire que on a deux matchs qui sont mauvais, il n'y a pas d'autre chose à dire. Le Flair MVP et le Jericho JBL, pour moi, c'est des matchs à oublier. Les deux matchs de championnat sont bien, voilà, ça s'arrête là, il n'y a rien de ouf pour moi. Et même le Rumble match est pas ouf, il est pas mauvais, il est correct, voilà, il est bien. Il est bien, ça s'arrête là. Donc c'est un pay-per-view qui est pas exceptionnel, clairement. Il est pas mauvais non plus, mais je trouve que ce qui déjà a été mal fait, c'est l'organisation des matchs. J'aurais pas mis les deux matchs de championnat coup sur coup, je les aurais espacés. Et je pense que j'aurais commencé la soirée par le Edge Mysterio. Après j'aurais mis le Flair MVP. Après j'aurais mis le Jericho JBL. Et ensuite j'aurais mis le match entre Hardy et Orton. Et forcément j'aurais terminé la soirée avec le Rumble. Mais sinon voilà, en définitive c'est pas un pay-per-view qui m'a grave marqué. Et si vous voulez vous refaire on va dire un Rumble en attendant l'édition 2017, je vous conseille pas ce Rumble là. Il y a des Rumble bien meilleurs que celui-là. Donc voilà. Mais écoutez, cette review est terminée. Vous l'aurez pas vu au montage, mais j'ai failli crever au moins 3 fois pendant la vidéo. Ma voix est morte, ma gorge est HS. Voilà, bah écoutez, cette review est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Si vous l'avez déjà vu, si vous partagez mon point de vue, si vous le partagez pas, ce que vous avez pensé du Rumble, des autres matchs de la soirée. Voilà, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas donc à commenter, à liker et à partager cette vidéo si vous en avez envie. La prochaine vidéo, ce sera la vidéo pronostic du Royal Rumble 2017. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.